Ravi d'être avec vous ici ou à distance, pour tous ceux qui nous suivent sur leur mobile ou sur Internet. Je suis avec Marina donc l'idée, effectivement, c'est de repartager un petit peu pour ceux qui n'ont pas suivi ce matin ce qui s'est dit. Donc beaucoup de choses. Effectivement, on a Olivia Grégoire qui nous rappelle qu'il y a un énorme enjeu aujourd'hui, c'est de définir des standards. Parce que vouloir se transformer, à quelle vitesse et comment, il faut aussi qu'on crée des règles du jeu qui soient partagées. Et là, il y a évidemment une grande bataille entre les Américains, les Européens et les Chinois, parce qu'on n'a pas tous les mêmes industries. Gros sujet. C'est effectivement donner des grilles de lecture claires. Donc au-delà des grands standards publics, c'est aussi donner des outils de mesure pour les entreprises, pour tout simplement dans tous les métiers avancer de la bonne façon. C'est chez L'Oréal. Donc L'Oréal, oui, Vous nous entendez là? Parce que j'ai l'impression que les micros ne marchent pas. Oui, si. Ah, ça va là. C'est mieux, non? L'Oréal qui nous rappelle en fait l'importance d'avoir une raison d'être et donc de reconnecter l'entreprise, non pas qu'avec son objectif de rentabilité financière, mais aussi de responsabilité sociétale, sociale et environnementale. Et ça passe évidemment par un énorme effort qu'ils font depuis déjà 5 ou 6 ans au niveau industriel, parce qu'après il y a la vision, la raison d'être, mais il faut que ça se transforme de manière très technique. Il y a les backstage aussi, sur la supply chain et sur réduire tout le plastique, ce qui se passe, etc. Dans les coulisses. Les JO, effectivement, un gros sujet. Les JO, oui, parce que le sport, c'est un levier fédérateur et on sait que les JO polluent. Par contre, ils ont véritablement envie de marquer l'histoire avec des JO qui soient beaucoup plus responsables. Donc on va voir s'ils peuvent avoir peut-être plus d'impact que la COP26. Voilà, mais bon, en même temps, c'est aussi ces moments de rencontre qui permettent de marquer le coup et d'échanger entre tous les pays. Nestlé, effectivement, comme tout un tas d'acteurs de l'agroalimentaire, qui nous rappellent qu'aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou non, ils sont aussi impactés par les sujets RSE, ne serait-ce que par rapport au sourcing et par rapport aux évolutions, aux catastrophes de climat, tout simplement avec les agriculteurs. Donc finalement, ça devient un sujet qu'on veut juste faire du profit ou pas. On est obligé tous de s'intéresser aux impacts écologiques aujourd'hui sur la production. Et là-dessus, effectivement, une des grilles de lecture existantes. Voilà, c'est ce qu'ont mis en place les Nations Unies à l'heure du millénaire. Donc c'est pour aider toutes les institutions, les organisations, les ONG, les startups, peu importe qui vous êtes en fait, grâce à la structuration des 17 objectifs de développement durable qui permettent d'avoir un cadre de référence pour vous aider justement à fédérer vos efforts, les énergies, les moyens pour tacler en fait, pour arriver à résoudre les grands problèmes de l'humanité. Donc il y en a 17 et si vous ne les connaissez pas, on vous invite quand même à le regarder parce que là, ça devrait être un livre de chevet. Et il n'y a pas que le carbone, même si c'est un sujet important. On a eu Meta qui nous explique que comme tout grand acteur, aujourd'hui eux aussi s'engagent. D'abord, et on parle de Green IT, sur réduire l'impact, on va dire, énergétique avec de l'énergie durable pour tout simplement les serveurs. C'est aussi d'ailleurs l'usage de l'eau sur lequel ils ont communiqué. Puis on n'oublie pas que sur Meta, finalement, entre autres sur Facebook, on a aussi beaucoup de communautés. Et l'air de rien, faciliter les échanges à travers le monde de best practice, à travers des groupes, c'est aussi une bonne façon de faire avancer les choses. Évidemment, le climat qui change, c'est la biodiversité qui change. Donc là, on voit qu'il y a un effort aussi à faire pour faire tout simplement évoluer les pratiques et vraiment travailler à la reforestation. Alors même, on sait qu'en urbain, de temps en temps, on essaie de naturaliser les espaces, avec plus ou moins de succès, mais en tout cas, voilà, il y a une nécessité importante. Et se rendre compte que derrière les forêts, c'est toute la biodiversité en fait qui renaît. Le vivant aussi, évidemment. C'est pas juste des usines à arbres, mais c'est effectivement des forêts. Là aussi, c'est important, ce que Céline a partagé de l'OCDE, c'est qu'en France, il n'y a pas que Paris et les grands groupes. Moi, j'habite à Aix-en-Provence. Et il ne faut pas oublier en fait la transition des territoires et la transition des PME. Il y en a énormément en France. Donc on doit trouver des moyens de pouvoir aider ces structures et ces territoires aussi à être accompagnés sur la transition. Un travail d'acculturation et puis trouver des solutions pas trop coûteuses non plus. L'Occitane, c'est intéressant. C'est vraiment, il nous rappelle aussi que le sujet, c'est plus de s'excuser pour les 1 ou 2 abus ou dégâts qu'on peut avoir, mais c'est vraiment de penser impact positif. Donc c'est sur toute ma chaîne de valeur, qu'est-ce que je crée et comment je peux améliorer la planète, la société, la biodiversité, et pas juste essayer de m'excuser d'exister. Et Gilles Babinet qui nous le rappelait bien, il n'y a pas de solution simple, il n'y a pas de calcul simple. Attention aux clichés, on nous dit toujours attention, la technologie ça pollue. Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, on peut la neutraliser. Dans d'autres cas, c'est peut-être des fois mieux de faire un Teams ou un Zoom que de partir à l'autre bout du monde en avion. Donc vous voyez, les calculs sont un peu plus complexes qu'on imagine. Et effectivement, sur bénéfices ou dégâts de la technologie, c'est un petit peu plus compliqué qu'on imagine.
Et après, on a eu Loïc donc, de So Good. Donc, on en parlait. Hein. On sait que les médias, on sait que ce qui fait vendre, c'est la peur, n'est-ce pas ? Mais on croit aussi aux bonnes nouvelles. Et donc, c'est un média qui promeut les initiatives positives. Et il faut aussi des médias qui portent la voix de ceux qui se bougent, quelle que soit l'organisation dans laquelle ils œuvrent, pour mettre un coup de projecteur sur ces initiatives-là, parce que l'optimisme, on pense aussi que ça peut être un facteur d'accélération de transition. Ouais, il va falloir nourrir les gens aussi en action à mener, en éco-gestes. Phoenix, voilà, qui est une vieille jeune start-up, comme il disait, avec plus de 300 collaborateurs maintenant au niveau européen, et qui vont vraiment revaloriser les déchets de la grande distribution. Donc, dans certains cas, revendre des stocks, donner dans certains cas, recycler dans d'autres. Donc, dans cette idée un peu d'économie circulaire, effectivement, les déchets ne sont pas forcément sans valeur. Au contraire, faut-il encore avoir des acteurs qui travaillent sur cette chaîne. Alors, après Meta, on a eu Google aussi, hein, qui nous a expliqué comment eux aussi sont en train d'essayer de réduire tout simplement l'impact énergétique et environnemental ou l'impact CO2 de leur système et de leurs solutions. Mais demain, c'est aussi pour pouvoir équiper ces TPE, ces PME, ces grands groupes avec des solutions plus vertes. Babylou, effectivement, c'est de rappeler que cet effort de changement, il va devoir démarrer beaucoup plus tôt désormais, et donc dès la crèche, dès l'école, il va falloir sensibiliser, éduquer et faire changer les gestes et les notions. Le groupe Dival dans la construction qui nous rappelle que effectivement demain il va y avoir le purpose et le profit, et que entre autres avec les notations extra-financières, on voit bien que de toute façon ça va être intégré dans le comparatif des entreprises sur ces sujets-là. Et puis effectivement impliquer les clients. On a parlé des jeunes, on a parlé des TPE, mais il y a aussi le client. Et le client, il a aussi son rôle à jouer. Alors, c'est pas de le culpabiliser, mais c'est plutôt de l'impliquer dans l'effort de décarbonisation. Et je pense qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on va tous essayer de y aller. Effectivement, l'idée, c'est vraiment d'agir et pas juste d'annoncer ou de promettre, et ça on l'a vu encore tout à l'heure. Et puis tu terminais tout à l'heure, Marina, avec Lizzie, sur ces idées très pragmatiques aussi de mutualiser les usages ou les consommations, de passer d'une époque de l'achat et de la possession à celle de l'usage. Et donc dans certains cas, c'était bien expliqué tout à l'heure avec peut-être ce qu'on peut louer chez Netflix, Airbnb ou d'autres. Finalement aujourd'hui vous pouvez proposer de louer vos produits parce que dans certains cas, ça n'a pas de sens effectivement de les acheter, de les stocker pour les utiliser qu'une ou deux fois dans l'année. Donc Lizzie, voilà, un des acteurs à suivre, qui crée plein d'outils pour pouvoir louer les vêtements, les produits, les vélos de tout un tas d'entreprises. En tout cas, ce qui est important au Web Institute, c'est qu'on a conscience que c'est un sujet compliqué. On l'a vu aujourd'hui, on a plein d'acteurs publics, privés, grands groupes, TPE, experts, entrepreneurs. Et donc tout ça, ça se range, Marina. Oui, voilà, on a bien rangé dans des cases. Non, je rigole, surtout pas. Mais pour essayer d'accélérer cette transition, parce qu'on sait qu'il faut avoir une approche systémique et que c'est bien de vouloir changer, mais des fois on ne sait pas par où commencer. On a travaillé sur une matrice qui permet en fait d'adresser les enjeux sustainable, les enjeux de durabilité, de responsabilité, d'inclusion, de diversité par métier au sein d'une entreprise. Donc on est parti des parties prenantes qui vont avoir de plus en plus d'importance aujourd'hui dans l'avenir d'une entreprise, dans le quotidien et l'avenir d'une entreprise. On a rangé les métiers d'une entreprise par famille de métiers et on a adressé en fait chacun des enjeux sustainable par famille de métiers. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas réitérer la problématique qu'on a eue back in the days avec le digital, où on avait monsieur ou madame digital, et ce monsieur ou madame digital ne parlait pas à monsieur de la comptabilité, et du coup la transformation digitale a pris des plombes alors que ça aurait pu être beaucoup plus rapide. Donc l'idée, c'est de se servir aussi de ces écueils et de voir comment on peut faire rayonner justement la sustainability dans tous les métiers de l'entreprise de façon transverse. Donc pour ça, on a créé, donc moi je suis indépendante, j'ai ma boîte qui s'appelle Wavemakers et je suis expert sustainable pour le Hub Institute que je connais. Tout a commencé à Las Vegas. Au CES, pas l'endroit le plus durable. Au CES. Et donc on a créé des formations autour de 12 thèmes qui sont les enjeux, pour avoir travaillé avec énormément d'entreprises du CAC 40, mais aussi des PME, des ETI, des startups et des ONG, qui sont les 12 enjeux qui reviennent le plus. Donc on a créé des offres de formation pour acculturer les équipes, les directions et les managements
à tous ces enjeux-là et on a travaillé sur des thématiques mais aussi sur des formats, Manu. Voilà, effectivement, que ce soit des fois en 1 heure pour sensibiliser un COMEX ou des collaborateurs, sur une demi ou une journée, ou du e-learning, parce qu'en ce moment, malheureusement, avec le Covid, on ne peut plus forcément voyager ou réunir tout le monde, ou sur des parcours vraiment de transformation. Et là, on est plus sur des logiques d'accompagnement à l'année. Il y a tout un tas de choses pour vraiment, aider les gens à comprendre, s'approprier les enjeux, et puis tout simplement mettre en œuvre un certain nombre d'actions.